Écoutez, on va commencer. Donc, on est ravis de vous accueillir sur ce nouveau webinaire. Emmanuel Bercès, donc associé du groupe Fideliance. Aujourd'hui, donc, nouveau webinaire, puisqu'effectivement, on commence à être un petit peu habitué, puisqu'on a, depuis le début de la crise et du confinement, animé plusieurs webinaires sur les aides aux entreprises, sur les prêts garantis par l'État, et puis très récemment sur le secteur associatif. Nos intervenants de ce soir sont tout d'abord Théo Accari et Pierre-Yves Chanu de Fideliance Patrimoine. Donc, Fideliance Patrimoine, beaucoup d'entre vous connaissent nos équipes et nos associés, donc Théo et Pierre-Yves, puisque Fideliance Patrimoine fait partie du groupe depuis maintenant un petit moment. Vous les connaissez puisqu'ils interviennent sur différents secteurs. Si vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît. Merci. Et on a également le plaisir d'accueillir Pierre Pubasset et Quentin Verdi, qui représentent la financière de l'Échiquier et qui sont des gestionnaires de fonds indépendants. Et aujourd'hui, on est ravis de les accueillir pour qu'ils nous parlent de leur spécialité, c'est-à-dire la gestion du risque et notamment les aspects macroéconomiques de la crise. Voilà, donc merci à vous de nous avoir rejoints. Et je vais laisser la parole à Théo qui va introduire cette conférence avec les éléments dont on va vous parler. Donc, je vous demanderai bien sûr, si vous avez des questions, de les poser. Vous avez un petit chat sur le milieu avec un petit icône affiché la conversation. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez poser des questions et bien sûr, on essaiera d'y répondre à la fin de la conférence. Voilà. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci Emmanuel. Bonjour à tous, donc Théo Accari, je suis donc le président et associé de Fideliance Patrimoine. Je vous remercie à tous d'être venus nombreux pour nous écouter sur ce sujet donc, de l'impact du Covid-19 sur les marchés financiers et surtout quelles sont les stratégies à mener à titre individuel. Je commencerai par vous présenter Fideliance Patrimoine rapidement parce que certains nous connaissent, mais d'autres ne nous connaissent pas. On enchaînera sur donc un point macroéconomique et puis les stratégies à mener. Et il y aura une partie de questions-réponses. Donc effectivement, n'hésitez pas à noter vos questions pour qu'on puisse y répondre à la fin. Donc, comme le disait Emmanuel, on a créé Fideliance Patrimoine pour apporter un service supplémentaire à toute la clientèle de Fideliance, mais pas que. Puisqu'on fonctionne beaucoup par recommandation et par prescription. Ça, c'est un service qui s'offre aussi à une clientèle extérieure, qui a pour but d'apporter du conseil sur tout un tas de sujets, notamment répondre à certaines interrogations qu'on peut avoir sur la diminution de l'impôt, sur les investissements, comment investir intelligemment, que ce soit sur les marchés financiers ou sur l'immobilier, par exemple. Voilà, le but, c'est de proposer des solutions simples et faciles à mettre en œuvre. Et puis, surtout, renforcer et favoriser la relation de long terme. Comme vous le savez, Fideliance est là depuis très longtemps et on accompagne nos clients donc, dans tous les moments de la vie, les bons comme les moins bons, et les périodes particulières comme on peut traverser en ce moment. Donc, on a une équipe de spécialistes sur certains sujets. Donc moi, je m'occupe plus particulièrement justement de tout ce qui est marché financier, investissement immobilier, défiscalisation et transmission du patrimoine. Et on a aussi Pierre Chanu, donc, qui est notre équipe et qui est spécialisée l'épargne salariale, qui est donc santé, retraite et prévoyance. Voilà, donc c'est vrai que les forces de Fideliance Patrimoine, c'est la valeur ajoutée, c'est l'indépendance qu'on peut avoir, puisque on est rattaché à aucune grande banque ou compagnie d'assurance. Donc c'est vraiment là où on peut apporter de la valeur ajoutée à nos clients en cherchant les solutions qui sont adaptées à la situation de chacun. Voilà, donc on intervient sur plusieurs domaines. On va parler plus particulièrement aujourd'hui de placement à titre privé. On intervient aussi sur la trésorerie d'entreprise, sur la trésorerie longue d'entreprise, et puis sur l'immobilier, sur tout ce qui est protection sociale donc, et épargne salariale. Donc, dans le but de construire des stratégies globales sur le long terme.
Voilà, et puis on a le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'avoir une société de gestion de qualité avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années, la financière de l'Échiquier, donc ils vont se présenter, qui existe depuis 1991. La particularité, c'est que ce sont des stock pickers, donc c'est vraiment repérer les entreprises de valeur et les rentrer dans leur portefeuille plutôt que de suivre des grands indices ou des grandes tendances. Voilà, je vais passer la parole à Quentin et Pierre pour la présentation et le point macroéconomique. Bonjour à tous. Quentin Verdict représente la financière de l'Échiquier. Donc, je m'occupe de tout ce qui est relation avec les investisseurs et notamment avec les indépendants du patrimoine, donc comme le cabinet Fideliance avec Théo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné avec Pierre Pubassé, qui est à la financière de l'Échiquier depuis 2003, qui était gestionnaire de fonds dans la société, et puis maintenant qui est le porte-parole de la gestion, donc c'est-à-dire qu'il fait vraiment le lien entre nos équipes de gestion et les investisseurs. Donc voilà, il va s'atteler aujourd'hui. L'idée, c'est en une vingtaine de minutes, de vous dresser une présentation macroéconomique en lien bien évidemment avec l'actualité du moment. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour qu'après on puisse y répondre et puis qu'on puisse échanger avec vous. C'est aussi l'objectif de ce genre de présentation. Et puis, Théo reprendra la main ensuite. Donc, peut-être avant que je laisse la parole à Pierre, je vais vous présenter très très rapidement qui on est. Donc la financière de l'Échiquier, une société de gestion indépendante française qui aujourd'hui appartient à un groupe indépendant qui est le groupe Primonial. Donc nous, la financière de l'Échiquier, on gère environ 9 milliards de capitaux pour une clientèle très variée, aussi bien des conseillers en gestion de patrimoine, des clients privés, des institutionnels en France et à l'étranger. On est 130 personnes dans la société, avec une équipe de gestion qui est extrêmement importante aujourd'hui, parce qu'on a à peu près un tiers de notre équipe, de nos collaborateurs qui sont dans la gestion, donc un peu plus de 35 gérants et analystes. On est reconnu notamment dans notre métier pour notre gestion sur des fonds actions, mais aussi bien sur des fonds obligations et des fonds d'allocation. Une dernière chose que je préciserai, c'est que on a depuis maintenant plus de 10 ans investi notamment sur tout ce qui est investissement socialement responsable. Donc là, ce qu'on appelle la gestion ISR. On fait partie des pionniers en la matière. On est une des premières sociétés de gestion à avoir intégré des critères extra-financiers dans notre gestion. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui aussi monte en puissance chez nous. Donc, on est investisseur responsable depuis maintenant plus de 10 ans et on va continuer à l'être de plus en plus. Donc, je vais passer maintenant la parole à Pierre qui va vous présenter la macroéconomie. Bonjour à tous. Je crois qu'il y a certains d'entre vous qui ont toujours leur micro ouvert, donc ça, voilà, c'est bien mieux. Donc, heureux d'être avec Fideliance pour cette présentation. Donc, beaucoup de sujets. Je pense qu'on vit une partie de ce qui se passe ensemble, entre autres ce tableau sur la propagation de la pandémie au niveau mondial. Alors, il y a beaucoup de façons de le présenter. Je crois que là, on a essayé de le faire avec une contamination quotidienne lissée à 7 jours et on voit qu'on est sur un plateau. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que bien évidemment, la crise boursière que l'on vit aujourd'hui même est très atypique et entre autres, sa raison est atypique. En fait, par définition, les crises boursières arrivent généralement sur des événements qui ne sont pas attendus et qui n'ont pas été expérimentés parce que finalement, sur les événements expérimentés, le marché a l'habitude des réactions et donc sait comment réagir. Et une des difficultés, bien sûr, de cette crise, ça a été la surprise, même si, vous le savez, cette crise a progressé lentement et est arrivée. On aurait dû normalement avoir le temps de se préparer, bien sûr, parce qu'elle était arrivée en Chine et en Asie avant, mais le marché s'est tout de même laissé surprendre. Donc, premier constat, les mesures de confinement sont efficaces pour ralentir la pandémie,
avec un bémol près, hein, bien sûr, c'est que on a une inconnue, c'est effectivement ce qui se passe après les déconfinements. Alors, il y a une série de déconfinements dans pas mal d'endroits, hein, donc on observe ça de très très près. Sur la diapositive qui suit, en fait, le point que je veux faire, c'est la conséquence de cette crise mondiale. Alors, Quentin, voilà, oui, c'est toi qui passes les diapositives. Et ce que l'on voit bien, c'est que cette crise mondiale, elle a un impact qui est très très fort, bien entendu, sur la croissance. Et entre autres, sur la croissance mondiale. Alors là, je prends les prévisions qui sont faites par Goldman Sachs, parce que les consensus, en fait, sont bien entendu très en retard. Ce que l'on voit, c'est donc aujourd'hui, la croissance mondiale sur l'année 2020 serait négative de l'ordre de 1,9%, mais avec, vous voyez, une distribution qui est, je dirais, asymétrique, hein, puisque la croissance sur les pays développés serait négative de 6% sur l'année 2020, avec a priori une zone euro qui pourrait être en régression de 9% et des États-Unis qui pourraient être en régression de 6,2%. Donc on parle en fait d'un impact qui est très fort. Alors bien entendu, ça ne prend pas simplement le premier trimestre, hein, c'est les conséquences de cette crise qui sera durable, hein, parce qu'elle atteint un certain nombre de secteurs, elle atteint un certain nombre d'activités, mais j'y reviendrai. Sur la diapositive qui suit, c'est bien sûr ce qui se passe aux États-Unis. Alors vous allez me dire, mais le taux de chômage est remonté, je vous le confirme, hein, mais c'est toujours un peu en retard dans les publications. Les conséquences de la crise, c'est des taux de chômage qui sont très élevés, à tel point qu'aujourd'hui, la Federal Reserve de Saint Louis, hein, qui est donc, dont le président est quelqu'un qui s'appelle Bullard, a annoncé début mars que le taux de chômage aux États-Unis pourrait monter jusqu'à 32%. Je rappelle, on vient d'un chiffre qui est inférieur à 4%. Donc, on est déjà autour de 20%. Donc, une crise très, très profonde, une crise extrêmement rapide. Hein, je pense que c'est la particularité de la crise. Les autres ont été très progressives. Alors, le corollaire de cette crise, c'est la réactivité en fait, des banques centrales. Et je pense que c'est un des éléments, finalement, qui est venu modérer son impact sur les marchés financiers, hein, parce que les marchés financiers, d'une certaine façon, sont en avance. Et ce que déjà ils observent, c'est que les banques centrales ont réagi très rapidement. On a titré, les banques centrales ont sorti leur bazooka. Et c'est vrai que quand on voit un peu quelles sont les projections sur l'augmentation des bilans des banques centrales, elles sont absolument colossales, hein, que ce soit la Federal Reserve, la BCE, mais on aurait pu mettre toute une série de banques centrales dans le monde, on aurait quasiment le même graphique. Tout ça, ça rassure le marché, hein, bien sûr, d'avoir le support des banques centrales, hein, d'une certaine façon. Et on le voit, hein, le marché a commencé à reprendre et à rebondir à partir du moment où finalement les banques centrales se sont prononcées sur des niveaux d'intervention extrêmement importants. Sur la diapositive suivante, en fait, ce sur quoi je veux insister, c'est l'autre en fait acteur de cette crise qui aide les marchés, c'est bien sûr les États. Hein. Je pense que ce graphique, même s'il n'est pas d'une très grande qualité, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le déficit fiscal américain, hein, a priori, pourrait être entre moins 18% et moins 24%. Hein. Donc on est sur des niveaux en fait d'intervention en fait de la part des États, de la part des banques centrales, qui est tout à fait exceptionnel. Je pense que là, on a bénéficié à plein finalement de l'expérience de 2008, hein, 2008, 2009. Les banquiers centraux avaient mis du temps à réagir, particulièrement le banquier central européen. On n'est pas dans du tout cette situation-là, d'autant plus que la crise, en fait, a priori, sa partie la plus importante est très limitée dans le temps, et donc il était important que ces interventions soient rapides. Sur le graphique suivant, c'est ce qui se passe sur les marchés, en fait. Hein, ce qu'on constate, et je vous le disais, c'est qu'il y a quand même un lien entre les banques centrales et les indices. Hein. Alors là, ce qu'on compare, c'est le bilan des banques centrales du G4 et le MSCI World. Alors c'est sur une durée relativement longue, mais on voit bien que finalement, il y a une corrélation, hein, entre les indices boursiers et le bilan des banques centrales. Et d'une certaine façon, corrélation présente, hein, depuis un certain temps, puisque elle a démarré après la grande crise financière de 2008-2009, et on est toujours dans cet environnement où finalement, à chaque fois que les banques centrales interviennent,
les marchés sont plutôt à la hausse, et c'est encore une fois ce qui se passe. Alors ça, c'est ce qui se passe au niveau de la Banque centrale. L'autre conséquence, c'est la diapositive qui suit, c'est finalement des marchés qui aujourd'hui, alors c'est des chiffres qui sont à jour, mais de vendredi dernier. Ce que l'on observe, c'est des bilans sur les marchés des actions qui sont des marchés qui sont quand même sous pression. Je vous ai parlé d'un rebond, mais le rebond ne compense pas la baisse. Spécifiquement d'ailleurs sur les marchés européens qui sont impactés au premier chef. Vous voyez par exemple qu'un indice comme l'indice français, qui est le CAC 40, est en baisse de 23,5%. À remarquer que les US baissent moins, et entre autres le Nasdaq, j'y reviendrai, qui est un indice de valeur technologique, est quasiment maintenant étal sur l'année en euros. C'est la ligne de droite, la ligne de year-to-date que vous voyez en rouge à droite, c'est la ligne en devise locale. Et puis, à remarquer aussi les indices asiatiques, finalement, comme le CSI 300, qui est l'indice de la bourse de Shanghai, lui aussi est en baisse très modérée, puisqu'il est en baisse de 3,4. Alors, deux observations. D'une part, la Chine, qui est rentrée plus avant les autres dans la crise et qui finalement en est sortie plus rapidement, ou du moins est en train d'en sortir, les marchés ont rebondi. Deuxième chose, les États-Unis, qui sont rentrés peut-être un peu plus tardivement dans la crise sanitaire que l'Europe, sont en avance en termes de performance boursière. Il y a plusieurs raisons à ça, j'y reviendrai, mais entre autres, je pense que c'est la conséquence, bien sûr, du fait que les États-Unis sont un ensemble économique, gouvernemental relativement homogène, alors que l'Europe, on le voit bien, est un ensemble compliqué, et on l'a vu encore ces dernières heures avec la décision de la Cour de Karlsruhe, qui finalement semble vouloir s'opposer à la surintervention de la BCE, ce qui peut inquiéter les marchés. Sur les marchés américains, ce que l'on constate, c'est effectivement, je vous le dis, un rebond. Le graphique de gauche, il n'est pas tout à fait à jour, mais on voit bien le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones industriel, qui sont donc les grands indices du marché américain. Ce qui est intéressant peut-être à remarquer, c'est que tant sur cet indice-là que sur le S&P 500, donc qui est un indice composé d'environ 500 valeurs aux États-Unis, eh bien finalement, on a un certain nombre de titres qui tirent l'indice et qui dominent le marché. Et ces titres-là, c'est ce qu'on appelle les GAFA ou les GAFAM, les titres de technologie. Je l'ai mis en bas, mais si vous regardez, les 4 plus gros poids en fait du Nasdaq, c'est quasiment plus de 41%, enfin 41%, et si je mettais les 5, on serait probablement à 45 ou 46%, c'est Microsoft, Apple, Amazon et Alphabet qui est en fait Google. Et on retrouve plus ou moins ces sociétés-là comme étant les plus gros poids aussi du S&P 500, et elles représentent aujourd'hui plus de 20%. Donc c'est vrai que les indices américains performent mieux, mais il y a une déformation, donc il faut être prudent sur l'analyse de cette performance. Ce à quoi on assiste, en tout cas, c'est une détérioration importante de la situation microéconomique. Ça, je crois que dans votre métier, vous pouvez vous en rendre compte à travers les différents contacts que vous avez avec les entreprises. Là, c'est un petit tableau sur les résultats. On est en cours de publication. Sur le mois de mai, on aura 60% donc, du plus gros indice européen, qui est le Stock Europe 600, qui auront publié. En fait, toutes ne publient pas des trimestriels, c'est ce qui explique la raison. On assiste aujourd'hui à une révision en fait des résultats par action, ce qu'on appelle EPS dans notre jargon, Earnings per Share, qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que si on regarde un peu ce qui se passe, en fait aujourd'hui, Goldman Sachs prévoit une baisse du résultat par action des entreprises de l'Eurostock 600 de l'ordre de 45%. Donc on est dans une situation où finalement l'état réel des entreprises qui composent le marché est très fortement détérioré sur ce début d'année, mais détérioré aussi, bien sûr, sur le reste de l'année. On voit bien que, entre autres, là, on est en plein dans le deuxième trimestre, que le deuxième trimestre va continuer à être très difficile et que les trimestres qui suivent vont continuer à être compliqués. Donc, après, ça, c'est la conséquence des politiques de banque centrale. On a quand même, et ça c'est un élément de support, un environnement de taux bas. Vous avez vu qu'on peut passer directement sur le tableau suivant. En fait, tant aux États-Unis, alors aux États-Unis tout spécialement, on a assisté à une forte baisse des taux à 10 ans. C'est le graphique qui suit, Quentin, page 13. Donc, vous voyez sur le graphique à gauche, vous avez l'évolution des taux à 10 ans américains, et ça, c'est simplement sur une durée de 12 mois. Donc, il n'y a pas si longtemps, on était à 2,75.
Avant cette crise, on avait des taux qui étaient autour de 1,75 à 90%, et aujourd'hui, on a des taux qui sont de 60 points de base sur le marché américain. Alors, sur l'Allemagne, c'est un peu différent. Les taux étaient déjà très, très sous pression, mais on voit bien qu'avant la crise, on avait des taux qui étaient environ à 20 points de base, et puis finalement on a atteint des taux négatifs, hein, enfin même plus, on a atteint des taux négatifs qui ont été négatifs jusqu'à hauteur de 80 points de base, et on se stabilise maintenant sur ces niveaux actuels. Alors, juste une chose, ça c'est les deux grands pays, et je dirais c'est peut-être les actifs qui ont la meilleure qualité, hein, dans les deux agrégats que l'on regarde. C'est plus compliqué sur la zone euro, hein, puisque bien sûr il y a une problématique qui est liée en fait à les pays les plus faibles, hein, que sont l'Italie, entre autres, et l'Espagne. Italie dont on va beaucoup parler, hein, puisque on ne sait pas bien si effectivement la qualité de la signature italienne va être forcément dégradée, ce qui posera des questions en fait à la BCE et à sa capacité d'intervenir pour soutenir sa dette. Donc il y a plein de questions, hein, dans cet environnement de marché. Ce que l'on voit malgré tout, et c'est la diapositive suivante, c'est que le marché du crédit d'entreprise s'améliore, hein, grâce à l'action des banques centrales. Je l'ai dit, hein, les banques centrales interviennent de façon importante. Vous avez un peu là sur le tableau de gauche les achats en fait sur même la partie corporate de la part. Alors ça, c'est un élément de soutien, bien sûr, pour les marchés, mais je vous l'avais déjà dit. Élément de soutien qu'on remarque en fait sur la valeur en fait des obligations d'entreprise, c'est le graphique de la page 15. Le graphique de la page 15, c'est l'évolution de ce qu'on appelle les spreads de crédit, hein. Vous savez qu'il y a une prime de risque, hein, qui s'exprime en différence par rapport au taux sans risque, et on voit bien qu'elle a évolué de façon assez violente, hein, puisque sur ces deux agrégats, il y en a un qui représente en fait ce qu'on appelle l'investment grade, la très bonne qualité, et puis un qui représente le high yield, des entreprises émettrices un peu plus fragiles, avec des bilans un peu plus fragiles. Donc, ce que l'on voit en tout cas, c'est que ces taux se sont tendus, ils se sont redétendus, même s'ils n'ont pas retrouvé les niveaux antérieurs, mais la situation est plutôt à l'accalmie. Sur la Chine, juste un regard rapide, j'en ai parlé, hein, je pense que c'est vrai que le PIB, bon, il a été mauvais au premier trimestre 2020. L'activité est par partie entièrement en Chine, mais on voit bien quand même sur ce qu'on appelle des indicateurs durs, hein. J'ai mis par exemple le trafic autoroutier, que les choses sont en train de repartir progressivement en Chine. Alors, on ne s'attend pas à une année extraordinaire sur la Chine, bien sûr, mais on s'attend quand même à une économie qui est en train de redémarrer, et c'est plutôt quelque chose qui est supportif pour les marchés. Sur les marchés européens, un regard précis sur ce qui s'est passé sur cette dernière période. Donc là, sur ces tableaux, vous avez le 20 février au 18 mars et le 18 mars au 30 avril. Le 20 février, c'est le démarrage de la baisse. Le 18 mars, c'est le plus bas. Et 18 mars au 30 avril, c'est la partie du rebond. Donc on a eu un marché vraiment en deux parties. Ah, Pierre, on t'a perdu. Donc, je vais peut-être commenter cette diapo en son absence, en attendant qu'il revienne. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la baisse générale du marché a débuté le 20 février. Donc du 20 février au 18 mars, donc pendant une période de presque un mois, on a eu une baisse généralisée sur toutes les classes d'actifs confondues. Effectivement, dans le premier tableau, on peut voir aussi dans tous les secteurs d'activité. Alors forcément, le secteur le plus impacté a été le secteur du tourisme, qui est tout en bas avec moins 55%. Et un secteur qui est le moins impacté, c'est le secteur de la santé, qui est tout en haut. Donc tous les secteurs d'activité qui ont été impactés, toutes les classes d'actifs aussi, on le verra un peu plus loin, mais autant le pétrole que l'or, par exemple, qui normalement a caractère refuge, a été impacté aussi. Donc, on a eu une baisse généralisée, rapide et brutale, comme le disait Pierre. Et on constate depuis le 18 mars, donc le 18 mars, c'est le point bas de la crise qui a été constaté. Et on constate un rebond jusqu'à ce jour. Donc, c'est un peu plus fébrile dans ces derniers jours. Mais un rebond, donc c'est pareil sur tous les secteurs d'activité.
avec d'autres qui ont mieux résisté que certains. On voit que le dernier est passé le premier, mais cependant, ça n'a pas encore compensé totalement la baisse. Et puis, on avait également donc tous ces secteurs d'activité qui vont bientôt reprendre. Donc, je crois que Pierre est revenu, si je me trompe pas trop. Je suis de retour, je suis désolé, j'ai eu un problème de Wi-Fi. Désolé pour ce problème. Alors, sur le tableau qui suit, en fait, ce que je veux dire, c'est la même chose, hein, c'est la diapositive 18, mais c'est un tableau pour montrer ce qui s'est passé. Hein. Donc, il y a certains secteurs qui ont bien performé dans les deux phases, d'autres qui ont mal performé dans les deux phases, d'autres qui ont mal performé et plutôt bien performé. Le grand gagnant, en fait, il y a deux grands gagnants de cette période-là, c'est ce qu'on remarque, c'est tout ce qui est secteur de la santé, et on comprend très bien pourquoi, puisque d'une part, c'est un secteur qui est relativement acyclique. D'autre part, c'est un secteur qui est un peu au centre en fait, de la problématique d'une crise sanitaire et la technologie finalement qui se débrouille pas mal. On a des perdants et le très gros perdant en fait c'est le secteur bancaire. Tout ça pour vous dire que dans l'exercice de gestion, hein, et c'est un exercice quotidien pour la financière de l'échiquier et ses équipes de gestion sur les actions, bien évidemment il y a plusieurs choses qu'il fallait éviter. D'une part, les secteurs les plus, je dirais, perdants. Vous avez vu entre autres que tout ce qui est voyage, pétrole, matières premières, automobile et banque sont des secteurs qui ont très mal performé. Être surpondéré, donc avoir une surreprésentation sur des titres, sur des secteurs qui ont été bien soutenus, entre autres la santé et la technologie. Et puis éviter quelque chose aussi là sur lequel qu'on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de secteur qui représente ce critère-là, mais éviter les sociétés surendettées. Parce qu'une des grosses problématiques du marché, bien sûr, ça a été l'endettement. On a même eu, je vous ai montré un peu comment avaient évolué les primes de risque hein, sur le secteur obligataire. On a eu des problématiques de rupture de liquidité, entre autres, hein, sur le secteur obligataire et beaucoup d'inquiétudes sur les sociétés endettées. Alors, je ne suis pas là pour parler de fonds, mais ça tombe assez bien, en fait, hein, parce que dans la gestion de la financière de l'échiquier, on a une vraie grande spécialité qui sont les valeurs de croissance, hein, qu'elles soient européennes ou internationales, que ce soit des grandes valeurs ou des petites valeurs. On a plusieurs formats. Et tout ça nous permet d'avoir finalement des performances plutôt qualitatives, je dirais, sur ce critère-là, d'autant plus que sur ces fonds-là, on évite les sociétés endettées, je dirais, par usage ou méthode de gestion. Et surtout, on n'est pas exposé sur des secteurs comme les banques, on n'est pas exposé sur un certain nombre de secteurs qui ont mal performé, entre autres le secteur pétrolier, parapétrolier, etc. etc. Page 19. C'est les valorisations. Alors là, c'est un des problèmes que l'on a aujourd'hui. Sur ce tableau-là, qu'est-ce qu'on a? On a ce qui s'appelle un PE forward 12 mois. Un PE forward, vous savez, c'est un multiple qui est très utilisé sur les marchés. Le P, c'est le price, hein, donc c'est le prix d'une entreprise, le prix d'un indice. Le E, c'est les earnings, donc c'est le résultat. Le PE forward, c'est qu'est-ce qu'on paie, en fait, les estimations de résultats 12 mois plus tard. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que le rebond que l'on a eu sur les marchés, auquel on a assisté, comme je vous le montrais sur les dernières semaines, en fait, nous a ramené à des niveaux de valorisation qui sont équivalents à ce qu'on avait antérieurement. Parce qu'en fait, on est plus bas en termes de performance et en termes de niveau d'indice, mais comme on a une capacité bénéficiaire qui s'est réduite, en fait, le multiple est resté constant. Hein. Et la difficulté que l'on a sur cette phase de marché au moment où l'on est aujourd'hui, c'est que en termes de valorisation, on est revenu sur les niveaux antérieurs. Donc la question, c'est de savoir, effectivement, est-ce que c'est toujours le moment de se positionner? Alors page 20, c'est un autre regard et c'est une autre approche de valorisation que j'aime bien dans les périodes de crise, c'est ce qu'on appelle un PE Shiller. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PE Shiller? Dans le cas du PE Shiller, le P, c'est toujours la capitalisation des entreprises qui composent ces deux indices, donc l'Eurostoxx qui est un indice européen zone euro et le S&P 500 qui est ce fameux gros indice américain, et le E c'est la capacité bénéficiaire à 10 ans. Donc ça permet finalement d'avoir un peu la valorisation du marché par rapport à un cycle de 10 années qui additionne des bonnes années, des années moins favorables. Et là, l'opportunité d'achat, on la voit plus en fait. Hein. C'est-à-dire que par rapport à la capacité bénéficiaire des entreprises sur 10 ans, on est toujours dans un niveau en fait qui semble être relativement attractif. En tout cas, c'est très clair sur l'Europe, c'est un peu moins clair sur les États-Unis, je dois le reconnaître. Page 21.
Bon, ben, c'est juste des choses que je voulais mettre en avant, mais je vais très rapidement. Sur le rebond, ce qu'on constate, c'est une surperformance des cycliques. Hein, c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps parce que tout ce qui est cyclique avait été très, très impacté en fait par la crise. Donc, on a, je dirais, un retour à une sorte de normalité, hein, c'est-à-dire que le marché, les investisseurs sont prêts à aller rechercher du risque sur ce compartiment-là. Et la deuxième chose, c'est page 22, c'est une performance aussi des petites et moyennes valeurs qui avaient été pas mal impactées en fait par la crise boursière. Comme d'habitude, quand il y a crise boursière, il y a problème de liquidité. Et quand il y a problème de liquidité, ça impacte beaucoup plus les valeurs moins liquides. Et donc, ça impacte beaucoup plus les petites et moyennes valeurs. Bon, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas faire de performance dans cet environnement-là. Encore une fois, nous, notre métier, ce n'est pas d'acheter des indices. On n'est pas des gérants, ce qu'on appelle des gérants passifs. On est des gérants actifs. On va sélectionner 35 valeurs à peu près sur des univers que l'on définit. Et si je regarde la performance de nos fonds de petites et moyennes valeurs, elle est bien meilleure en fait que celle de l'indice. Page 23, peut-être juste une chose, oui, on parle souvent d'inflation. Je sais que c'est une question qui revient souvent, alors j'ai décidé maintenant de mettre un tableau sur l'inflation. L'inflation est sous pression. On n'est pas dans un environnement qui est inflationniste. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui étonne tout le monde. On a des masses monétaires qui explosent, on a des politiques de liquidité qui sont extrêmement agressives de la part des banques centrales, on a des politiques budgétaires qui sont extrêmement agressives, et pour autant, on n'est pas dans un environnement constitutif d'un risque inflationniste. On a une forte baisse de la demande, on va voir une forte baisse de la production. D'ailleurs, on voit bien les estimations, en tout cas sur l'Europe, mais aussi aux États-Unis, sont plutôt sous pression. Donc, pas de risque inflationniste, pas d'inquiétude. On est dans un univers où les taux vont rester bas longtemps. Page 24, c'est juste un regard long terme sur le pétrole. C'est vrai que cette crise, elle a une caractéristique, c'est qu'elle a démarré, bien sûr, sur le sanitaire, vous le savez tous, mais elle a été, je dirais, accélérée par ce qui s'est passé sur le marché pétrolier, avec un effondrement des cours qui a été extrêmement violent, à la suite d'un week-end où finalement, vous le savez, la Russie et l'Arabie Saoudite se sont pas mises d'accord sur une baisse en fait de leur quota de production, ce qui a beaucoup inquiété. Il y a eu plein de commentaires faits sur le pétrole. Moi, je voulais remettre les choses un peu en perspective avec un graphique long. Vous avez là un graphique à 50 ans. Donc on voit un peu, on retrouve des cours qu'on a connus au début des années 2000, 2002, 2003. Alors ça, c'est une valeur absolue. Il n'y a pas prise en compte de l'inflation, bien sûr, mais bon. On est dans un environnement qui se complique sur le pétrole, mais c'est bien naturel, dans le sens où la demande est bien sûr sous pression. Je vais vous donner deux chiffres. La production avant la crise était de 100 millions de barils jour. La consommation était à peu près de ce niveau-là. Et au mois d'avril, la consommation mondiale s'est effondrée de 30 millions de barils jour. 30 millions. Donc aujourd'hui, en fait, on a une surproduction. Alors les pays producteurs sont en train d'essayer de se réaligner, mais bien sûr, couper 30 millions de barils jour, vous pensez que c'est un vrai problème, et finalement, ça ne peut être qu'un accord collectif. Et donc, d'où le problème sur le pétrole, d'où les problèmes qu'on a vus sur les options sur le mois de mai, qui ont été fortement sous pression et qui ont connu des cours négatifs. Et page 25, oui, on a parlé d'ISR, je pense que Quentin vous a dit qu'on était des spécialistes de l'ISR. Il y a une chose que je veux mettre en avant, c'est qu'en fait, on voit que dans cette crise, les fonds ESG, donc ISR, continuent à connaître des flux très, très positifs. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant sur cette crise-là, c'est qu'on se rend compte que finalement, les sociétés les mieux notées, celles qui ont les meilleures gouvernances, celles qui ont les meilleures politiques sociales, celles qui ont parfois les meilleures politiques environnementales, ont été très recherchées. Alors, il y a peut-être un effet trompeur, c'est-à-dire que finalement, bien évidemment, dans cet environnement où ont été fortement impactés des secteurs comme le secteur pétrolier, le secteur des matières premières, dans ces entreprises, on retrouve souvent des mauvaises notes ESG. Et bien sûr, ça a un peu déformé peut-être l'analyse, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit de plus en plus de flux et d'investisseurs qui maintenant introduisent cette dimension-là dans leur sélection. Et on pense que c'est un phénomène qui est durable. Et c'est un phénomène qui nous arrange à la financière de l'échiquier parce qu'encore une fois, c'est un critère d'analyse, un critère de sélection qui est au cœur en fait de notre approche d'investisseurs. Voilà, et puis on parle souvent de l'or aussi, donc j'ai voulu mettre une information que je trouve intéressante. C'est un peu ce qui s'est passé sur le marché de l'or. Vous avez
à gauche la demande au premier trimestre 2019, à droite la demande au premier trimestre 2020. On voit finalement qu'il y a eu une déformation complète, hein, le marché de la joaillerie qui s'est effondré en termes de demande, mais un nouvel acteur important qui sont les ETF. Hein. Les ETF, c'est ces fameuses gestions passives, hein, c'est finalement une façon d'investir sur des indices, une façon d'investir sur des types d'actifs. Et c'est vrai que c'est un marché qui est devenu très spéculatif. Hein. Donc, ces ETF sont des acheteurs qui ne sont pas des acheteurs de long terme. Les acheteurs de long terme, c'est bien sûr les autres acheteurs, ceux qui étaient dominants sur le premier trimestre 2019. Et donc, on a probablement une certaine fragilité en fait sur l'or qui est liée à la structuration du marché, même si une fois que la consommation va repartir, bien sûr, la demande pour la joaillerie devrait revenir à des niveaux un peu plus normatifs. Voilà. Je crois que c'est la dernière diapositive et donc j'en termine là et je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions, même si je n'en vois pas en fait. Alors ça viendra certainement après, n'hésitez pas à les noter. Je vais prendre le relais du coup. Merci beaucoup en tout cas Pierre pour cette présentation qui est claire et très. Alors pour résumer, c'est vrai que comme le disait très justement Pierre, on a eu une baisse qui était rapide et brutale. On a eu des marchés qui ont mieux résisté que d'autres et des pays qui ont mieux géré ça que d'autres. On a des secteurs d'activité plus ou moins impactés. Et donc les chiffres économiques sont en train de tomber petit à petit sur les résultats des entreprises, sur les chiffres du chômage dont on a parlé, de l'inflation, de la croissance. Et ce qu'on a noté aussi, c'était quand même un soutien des banques centrales comme on n'a jamais vu auparavant, et les États qui ont réagi quand même très rapidement pour essayer d'endiguer cette crise. Donc la question aujourd'hui, elle se pose sur quel scénario futur il pourrait y avoir. Il faut toujours distinguer la sphère réelle de la sphère économique. Il y a des marchés financiers particulièrement parce que en fait le prix d'un actif, c'est sur les marchés, c'est le prix de sa valorisation future. Donc c'est pour ça que les baisses ont été très brutales et très rapides parce que tout a été intégré très fortement. Alors tout n'est peut-être pas intégré, c'est là où il y a peut-être des notions de risque sur le futur. Et les facteurs de risque qu'on a identifiés, c'est bien sûr l'évolution de la pandémie. Aujourd'hui, on est plutôt sur les pics pandémiques sur la plupart des pays qui ont été contaminés. Le plus gros risque, ce serait le risque de deuxième vague. Et là, progressivement, tous les pays rentrent dans un déconfinement progressif ou total. Et donc, on verra plus tard si deuxième vague il y a ou pas. Ce qui, en termes virologiques, normalement, se passe assez souvent quand on a un virus de ce type-là. Donc, c'est pas impossible qu'on ait une deuxième vague. Donc, on a aussi donc les chiffres économiques qui commencent à tomber. C'est un facteur de risque puisque si les chiffres sont pires que ce que l'on avait imaginé, forcément, ça aura un impact sur les marchés financiers et on aura une baisse. Et d'ailleurs, actuellement, les chiffres qui sont en train de sortir, là, on a un rebond aujourd'hui du CAC 40 et des marchés en général qui sont dus à des chiffres qui sont plutôt meilleurs que prévus, notamment en Chine, sur le commerce chinois et d'exportation. Donc voilà, parce que le marché refuse de voir les mauvais chiffres. Donc je reviens juste sur les facteurs de risque aussi qu'on pourrait avoir. C'est les conséquences de la crise, c'est des faillites. Ce sera plutôt les petites sociétés qui vont être impactées, ou alors les sociétés très endettées, comme le disait Pierre. Et donc ça, c'est vrai que l'État a mis en place beaucoup de choses pour soutenir ces entreprises-là. Le fait est que les entreprises qui étaient déjà un peu malades, on va dire, avant ce coronavirus, auront du mal à résister. Et puis, ce qu'on est en train de constater par le biais de tweets interposés, c'est une potentielle reprise de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Donc ça peut être aussi facteur de risque potentiel
de baisse des marchés. On a identifié des facteurs de rebond qui seraient positifs, donc quand même il y en a. Le premier, ce qui rassurait beaucoup les marchés, c'est l'apparition d'un remède qui serait efficace. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en test actuellement. Le fait est que ça prend beaucoup de temps pour valider quelque chose qui soit efficace et pour le commercialiser sur le marché. Donc on sait qu'il y a des entreprises qui ont bien avancé sur ce sujet-là. C'est aussi pour ça que c'est un des secteurs, la santé, qui a été le moins impacté, puisqu'il y aura des grands gagnants qui vont sortir de cette crise. Plus les contaminations diminuent et moins on a de décès, plus ça rassure sur le fait que le virus est en train de s'éteindre de lui-même, et ce qui est aussi plutôt rassurant. On a surtout ce qui soutient aujourd'hui les marchés, c'est les mesures des banques centrales comme on n'a jamais vu auparavant, des États également. Et aujourd'hui, on pense que on n'est pas au bout de ces mesures-là. On parle de 2000 milliards aux États-Unis et de 1000 milliards en Europe, hein, c'est énorme. Mais il y aura encore des mesures de soutien très certainement qui seront durables dans le temps. Et ça, c'est vrai que ces facteurs de soutien des marchés, comme on l'a vu en 2008 lors de la crise, les banques centrales ont soutenu les marchés et on a eu des marchés qui étaient positifs pendant presque 7 à 9 ans, avec quelques années un peu moins bonnes tout de même. Et puis, on le disait, les facteurs de la baisse des marchés de la crise n'est pas seulement le coronavirus, mais c'est aussi la baisse du prix du pétrole. Donc il y a des discussions qui sont en cours entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis et la Russie. Et si on arrive sur un accord de l'OPEP+ sur les prix du pétrole et sur le prix du baril, ce sera un facteur aussi de soutien des marchés. Voilà, et donc on attend le déconfinement pour voir comment va se passer la consommation. Il y aura certainement un effet de rattrapage. Mais ça ne rattrapera pas justement ce qu'on aura perdu, le fait d'avoir fermé les entreprises pendant plus d'un mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cet environnement-là? C'est vrai que on parle de plusieurs scénarios sur le futur. On parle de scénarios en V, de scénarios en L ou en U. On pense que nous, il y aura une reprise plutôt en forme de signe Nike. Ce sera un U un peu allongé. Ça va mettre du temps, mais on constate qu'il y aura quand même une reprise. Et pour sortir d'une crise, on met sur les marchés financiers, généralement, quand on regarde 2008-2011, on met à peu près 1 à 2 ans à retrouver les valorisations antérieures. Donc, ce qui est important à rappeler sur les stratégies à adopter. Maintenant qu'on a fait un point d'un point de vue macro, d'un point de vue micro à titre individuel, comment vous adaptez vos stratégies? Ce qui est important, c'est de rappeler les grandes bases de la gestion de patrimoine. C'est déjà d'avoir un équilibre entre son patrimoine immobilier et son patrimoine financier. C'est toujours d'être diversifié sur plusieurs classes d'actifs et sur plusieurs secteurs d'activité et zones géographiques. Ça permet d'amoindrir le risque. Les stratégies qui sont construites doivent être construites sur du long terme et pas des stratégies de court terme. Alors on peut jouer et on sait que les chiffres montrent qu'il y a beaucoup d'épargnants individuels qui investissent en ce moment sur les marchés. Alors il faut faire très attention, il faut plutôt se positionner sur des stratégies de long terme. Il faut rappeler que les placements sécuritaires dans cette crise-là, que sont le fonds en euros qu'on peut retrouver dans des contrats d'assurance vie ou de l'immobilier par exemple sous forme de SCI ou de SCPI, n'ont pas été impactés ou alors très peu par la baisse actuelle. J'étais moi-même à un webinaire de professionnels aujourd'hui avec un acteur qui s'appelle Perial sur les SCPI, qui a une SCPI dans le développement durable, qui s'appelle PFO2, et qui nous disent que les rendements et les valorisations des actifs immobiliers vont être impactés
mais tout est relatif puisque les baisses sont assez insignifiantes par rapport au rendement qu'on peut se constater sur des SCPI qui sont autour de 4,35% en 2019 et qui devraient être plutôt autour de 4% en 2020, ce qui reste relativement correct. Bien rappeler que la partie investie sur les supports dynamiques ne doivent représenter qu'un faible pourcentage du patrimoine global. Donc ne pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Et les fonds sur lesquels vous investissez doivent être décorrélés les uns des autres, parce que souvent on constate, nous, dans les allocations d'actifs, qu'il y a parfois d'ailleurs beaucoup trop de fonds, et que c'est des fonds qui évoluent exactement de la même manière. À titre d'exemple, donc la financière de l'échiquier a un fonds qui s'appelle Positif Impact, qui est un fonds d'investissement socialement responsable qui baisse de moins 4% depuis le début de l'année. Là, on a des marchés qui baissent de l'ordre de moins 20 à moins 25%. Et il existe aussi des solutions qui permettent de bénéficier de protection en capital à 100%, et même en cas de baisse des marchés, en cas de baisse forte. Et surtout des solutions qui peuvent distribuer des rendements même en cas de baisse. Donc on est notamment spécialisé sur cette typologie de placement qu'on pourra vous présenter à titre individuel. Donc les stratégies à adopter à titre individuel, en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit on est investi, soit on n'est pas investi. Déjà, c'est deux options. Quand on est investi, on estime que pour le moment, il vaut mieux être patient, attendre de meilleurs jours. Effectivement, il faut éviter en fait l'effet porte de saloon, c'est-à-dire sortir des marchés puis re-rentrer sur les marchés au mauvais moment. Donc être plutôt patient, attendre de meilleurs jours, que les effets donc, des banques centrales et des États donc fassent effet justement sur les valorisations et faire le dos rond. Si vous avez besoin de liquidité, il faut savoir que dans les contrats d'assurance vie que vous détenez, dans la plupart des contrats, il y a un mécanisme qui s'appelle l'avance qui permet de récupérer des liquidités sans retirer de l'argent de son contrat. Et donc, c'est un peu comme un prêt que vous fait la compagnie d'assurance à court terme, avec forcément un taux d'intérêt qui est différent en fonction des contrats. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, sortir du marché n'est pas forcément une bonne chose pour éviter de sortir au mauvais moment et de rentrer au mauvais moment. C'est des stratégies qui peuvent éventuellement être bénéfiques de sortir, mais la grande question, c'est quand re-rentrer, à quel moment. Et par expérience, on s'est rendu compte que c'est très difficile de sélectionner des points d'entrée et de re-rentrer à un autre moment. Donc c'est pour ça qu'on préconise plutôt d'attendre plutôt que de sortir. À titre d'exemple, les personnes qui seraient sorties courant mars n'auraient pas bénéficié du rebond courant avril, qui est tout de même de plus de 20 à 25%. Et on mène aussi des stratégies en ce moment, c'est vraiment à étudier au cas par cas, de sortir parfois d'enveloppes fiscales qui sont pas ou peu avantageuses, avec des opérations de vente et de rachat tout de suite derrière, afin de purger la plus-value. On sait que certains d'entre vous détiennent des contrats d'assurance vie depuis longtemps ou détiennent des titres, soit en nominatif pur, soit en compte titre, qui ne sont pas forcément des enveloppes fiscales très avantageuses. Et c'est parfois le bon moment de se poser les bonnes questions pour revoir vos portefeuilles et pouvoir purger la plus-value. Ceux qui disposent de liquidités, donc on dit qu'il faut acheter au son du canon et vendre au son du clairon. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu autant de canons. Donc ça ne veut pas dire forcément que c'est le moment pour investir. C'est peut-être encore un peu tôt ou un peu tard. Tout dépend comment on voit les choses. En tout cas, nous, on pense plutôt que c'est un peu tôt et que c'est par contre intéressant de se positionner sur le long terme. Comme on l'a vu, après, tout dépend des secteurs d'investissement. Pour se positionner, on recommande de se positionner en rentrant progressivement sur le marché. Donc ne pas investir d'un coup,
mais plutôt fractionner son capital avec des achats réguliers. Et on est équipé avec des outils automatiques qui permettent de le faire sans gestion humaine, où on met 100% d'un montant sur une enveloppe d'investissement et cet investissement se fait progressivement, soit toutes les semaines, soit tous les mois. Ou alors on peut le faire manuellement, ce qui est plus contraignant. Ce qu'on recommande, c'est forcément, on l'a vu donc dans la présentation de Pierre, c'est se positionner sur des thématiques d'avenir. Aujourd'hui, il y a des thématiques qui ont bien résisté et ça date pas d'hier. Une thématique défensive, effectivement, celle de la santé, qui devrait justement performer aussi sur le futur. La thématique de la technologie, aujourd'hui, on voit bien que on est tous en télétravail. Et donc on utilise des logiciels pour ce faire. Donc voilà, les entreprises vont prendre le tournant aussi de l'évolution technologique sur ces points-là. Et on pense que c'est déjà depuis 10 ans un des secteurs d'activité qui est parmi le haut du tableau, et ça continuera à l'être puisqu'on aura toujours besoin de plus en plus de technologie. Et puis aussi, effectivement, c'est ce qu'on disait, le mouvement des investissements socialement responsables que l'on constate depuis un certain nombre d'années. On pense que cette crise, en fait, est plus un accélérateur de changement un peu de paradigme. Et c'est vrai qu'on a une transition écologique et énergétique qui est en train de se faire. Et ce sera justement, là aussi, des secteurs d'activité sur lesquels il est intéressant de se positionner sur le long terme. Donc toujours diversifier ses placements, maintenir un équilibre dans le patrimoine. Donc tout ça s'étudie au cas par cas. Et on reste donc à votre disposition pour étudier la situation de chacun, pour pouvoir vous aider et vous conseiller au mieux dans l'environnement actuel. Merci Théo. On a quelques questions donc, qui peuvent s'adresser aussi à nos invités. Alors, je commence par la première, qui n'est pas simple, je pense. On nous demande que va-t-il se passer pour le marché immobilier, valeur en baisse, point d'interrogation. Alors, c'est une très bonne question. Le fait est que le marché immobilier évolue d'une façon complètement différente que celle des marchés financiers, tout simplement parce que on n'a pas un prix qui est affiché sur les immeubles tous les jours, comme on peut avoir un prix sur les actifs et les valeurs des entreprises. Donc, c'est un marché de long terme, c'est un marché de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'on a une baisse des prix à partir du moment où on a une baisse de la demande. Donc tout est relatif aussi quand on parle de marché immobilier. Il n'y a pas un marché immobilier, il y a des marchés immobiliers. Il y a le marché immobilier de Paris intramuros, il y a le marché en France ou dans d'autres villes, il y a le marché en Europe, il y a le marché de l'immobilier ancien, il y a le marché de l'immobilier neuf, et puis il y a différentes typologies d'actifs, des actifs de bureau ou des actifs d'habitation. Donc tout dépend de quoi on parle. Après, forcément, donc la crise aura un impact aujourd'hui, elle a un impact à court terme plus sur les loyers. Donc on parle de report de loyer, pas d'annulation de loyer pour le moment. Donc peut-être des personnes ou des sociétés qui auront du mal à payer les loyers. Donc on dit aussi que l'immobilier c'est la valeur refuge, mais il y a des risques aussi dans l'immobilier et le fait que le locataire ne paye pas, c'est un réel risque. Donc le risque dans l'immobilier, c'est le risque de diminution ou du non-paiement des loyers. Et concernant la valorisation du prix de l'immobilier, aujourd'hui on a des banques centrales qui ont quand même baissé leurs taux pour soutenir le marché. Donc on a des taux de crédit qui vont rester durablement bas, ce qui quand même est plutôt soutien du marché immobilier. Et quand on constate les transactions, donc l'offre et la demande, elles sont quasiment à l'arrêt depuis qu'on est confiné. Mais il y a quand même des transactions qui se font et au contraire, il y a plutôt des personnes suite au confinement qui se disent qu'il est le moment peut-être d'acheter un appartement avec un balcon ou une maison avec un jardin.
Donc on se pose quand même des questions et on pense que le marché de la demande restera soutenu, ce qui soutiendra donc du coup les prix de l'immobilier, bien qu'on puisse avoir une petite baisse des valorisations, mais on n'est pas du tout sur une crise immobilière. D'accord, très bien, merci Théo. Alors, autre question, alors je pense que tu y as un peu répondu, mais quelqu'un nous demande vos conseils pour les investissements sur le CAC 40 pour les particuliers, notamment secteurs ou sociétés à privilégier ou à éviter. Alors, est-ce que Quentin ou Pierre veut répondre à cette question ou je peux répondre aussi si vous le souhaitez? Non, mais je pense que c'est plus une question pour vous. Nous, enfin, peut-être juste pour répondre très rapidement de notre côté, le CAC 40, c'est un indice, c'est pas quelque chose sur lequel on va vous recommander d'investir. En fait, on préfère vous orienter vers ce qu'on appelle des fonds de gestion active. Ce sont des fonds où les valeurs sont sélectionnées. Alors, ils ont des thématiques, encore une fois, grande valeur, petite valeur, valeur de croissance, etc. On a même un fonds qui permet d'investir sur la thématique de l'intelligence artificielle qui marche très très bien, plutôt que d'aller investir sur le CAC 40, voilà, qui est un indice sur lequel finalement il y a un comité qui choisit, c'est les plus grosses valeurs françaises, mais en fait sur lesquelles il n'y a pas de mobilité. Si vous achetez un fonds, vous avez un gérant qui va avoir une gestion active. À un certain moment, il va être positionné sur un dossier. Quand il pensera que ce dossier sera trop bien valorisé et que son potentiel de progression est limité, il fera un arbitrage, il cédera cette ligne pour acquérir une autre position qui lui semblera avoir plus de potentiel. Très bien, merci. On a une question aussi que je pense beaucoup se pose. Quels sont les risques pour les placements personnels financiers, entre parenthèses, compte titres, etc. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ont des fonds placés, quels sont les risques? Eh bien, les risques, c'est une baisse de valorisation. Alors, tout dépend ce qu'il y a à l'intérieur de ces comptes-là. Donc, en fait, le compte titre, c'est un outil qui permet d'investir sur plusieurs choses. C'est un outil d'ailleurs qui est très ouvert, qui a une fiscalité qui n'est pas forcément très avantageuse quand on a des plus-values. On a une autre enveloppe qui est le PEA pour acheter des actions en direct, qui permet justement d'avoir, d'un point de vue fiscal, une exonération totale de la plus-value à partir du moment où on a un PEA de plus de 5 ans. Il y a quand même les prélèvements sociaux. Et puis on a l'assurance vie qui est aussi très ouvert et qui est un bon outil de transmission notamment dans lequel on peut investir. Les risques, alors soit il y a des risques sur les supports sur lesquels on a investi, donc c'est un peu ce qu'on a essayé de démontrer aujourd'hui avec les facteurs de risque. Les risques, c'est une baisse de la valorisation. La question sous-entendait peut-être le risque potentiel de l'État, par exemple, d'aller piocher sur les comptes des épargnants. Il y a la loi Sapin 2 notamment qui impacte l'assurance vie. Pour répondre à cette question-là, en fait, ce qu'on constate, c'est que quand on est dans des périodes de crise, comme on l'a été en 2008, comme on l'a été en 2011, et comme on l'est aujourd'hui, l'État, plutôt que piocher sur les comptes des épargnants, comme ce qui a été fait à Chypre, ont mis en place des facteurs, des dispositifs de soutien. Là, on le voit hein, pour les particuliers, les entreprises. Et les banques centrales, surtout, sont venues soutenir le système financier. Donc, on n'a pas mis en œuvre la loi Sapin 2, notamment qui vise à bloquer les retraits possibles de l'assurance vie. C'est une loi qui est bien encadrée. Elle vise à bloquer les retraits uniquement pendant 3 mois, en cas uniquement de crise systémique. On n'est pas dans une crise systémique. Cette loi, elle vise à protéger bien sûr les compagnies d'assurance pour éviter qu'elles fassent faillite et qu'on ait un effet bank run où tout le monde va retirer son argent au même moment. Mais elle vise aussi à protéger les épargnants, puisque si la société dans laquelle vous détenez de l'argent fait faillite, que ce soit une banque ou une compagnie d'assurance, personne n'y a intérêt. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans ces mesures-là. Nous, à court terme, en tout cas, on ne voit pas de faillite de banques ou de compagnies d'assurance qui sont quand même beaucoup plus solides que la crise de 2008, parce que là aussi, on a justement l'expérience du passé qui nous aide. Donc pour nous, il n'y a pas de risque fondamental à ce niveau-là.
Très bien. On a quelqu'un qui nous demande, on va prendre encore une ou deux questions, quelqu'un qui nous demande ce que vous pensez de l'action Safran. Alors là, c'est vraiment une question très précise. Je ne sais pas si vous connaissez les derniers chiffres de la société. Non, je vais rejoindre un peu la réponse de Pierre, où nous, on donne peu, enfin on ne donne pas d'ailleurs de conseils sur des titres vifs. On recommande plutôt d'investir dans des fonds d'investissement et des équipes comme celle de la financière de l'Échiquier ou d'autres d'ailleurs, hein, parce qu'on est indépendant et on travaille avec beaucoup d'autres sociétés de gestion, qui ont des personnes qui font ça tous les jours. Donc c'est des analystes, des économistes. On a eu la chance d'avoir leur intervention aujourd'hui, qui font ça tous les jours. Donc ils savent quand il faut acheter, qui savent quand il faut vendre. Et c'est vrai que vous le voyez pas vous dans la performance enfin, des fonds, mais c'est vraiment une gestion active qui se fait tous les jours. Si j'avais des conseils généraux à donner sur des investissements en titres vifs, ce sont un peu les mêmes que ce que j'ai donné auparavant, c'est-à-dire dans un portefeuille, que ce soit un PEA ou un compte titre, c'est bien de diversifier ces investissements dans des entreprises et le faire sur des secteurs d'activité différents et surtout dans des grosses entreprises qui sont solides sur le long terme. Même s'il peut y avoir des baisses à court terme, généralement, c'est des entreprises qui savent s'adapter. Et avec plusieurs secteurs d'activité, sur la santé, on peut nommer Sanofi, sur la technologie, on peut nommer SAP, Dassault Systèmes ou Capgemini. Voilà, sur la consommation, on peut citer Carrefour, on peut citer des valeurs du luxe comme LVMH ou L'Oréal. Voilà, c'est des entreprises qui ont une marque forte et qui sauront s'adapter aux évolutions du futur. Très bien. Est-ce que l'un de nos intervenants pourrait nous parler des fonds ISR en sortie de crise? En sortie de crise, bon, écoutez, j'ai montré un peu un graphique lors de la présentation qui indiquait que dans cet environnement compliqué, finalement, on assistait à, je dirais, une accélération de l'intérêt pour les fonds ISR. Je pense que, enfin, il faut bien comprendre, ça ne veut pas dire que un fonds ISR, nous, on fait de la gestion action. C'est pas parce qu'on a une approche ISR qu'on va sacrifier finalement la capacité, enfin l'intérêt en termes de valorisation à l'approche ISR. Je dirais l'ISR, c'est un filtre supplémentaire qui vient éliminer un certain nombre de dossiers dans notre territoire d'investissement parce qu'il ne respecte pas, je dirais, des critères minimum de qualité de gouvernance, de qualité de politique environnementale et sociale. Les entreprises ISR, elles sont très... Il n'y a pas de secteur... Enfin, il y a beaucoup de secteurs qui sont, je dirais, concernés. Bon, alors c'est vrai qu'on en a beaucoup moins dans les secteurs des matières premières et des secteurs de l'énergie, parce que finalement, bon, je dirais, il y a quasiment un défaut consubstantiel sur l'activité qui fait que c'est très difficile pour ces sociétés-là de rentrer dans les critères de sélection. Et pour la sortie de crise, on a l'impression qu'elles sortiront mieux de la crise, entre autres parce que quelque chose qu'on a remarqué, on arrive à le démontrer maintenant à travers des analyses chiffrées en fait de la façon dont notre univers réagit, et particulièrement comment réagissent les entreprises les mieux notées d'un point de vue ISR. Avoir une bonne gouvernance, c'est une très très bonne option de long terme, en fait. C'est-à-dire que et chez nous, à la financière de l'Échiquier, c'est vrai qu'on est venu à l'ISR, à l'ESG, à travers la gouvernance, à quelque chose auquel on était très attentif. On a beaucoup affiné notre approche avec maintenant des analyses sur la structure du conseil d'administration, son fonctionnement, les interactions entre le conseil d'administration et le management des entreprises, etc., etc. C'est quelque chose, bien évidemment, sur lequel on a progressé ces dernières années. Tout ça pour dire qu'une bonne gouvernance, généralement, c'est une meilleure gestion. Et une meilleure gestion, souvent, c'est une meilleure façon de sortir de la crise. Et puis, alors, sans dire que le monde va changer de façon radicale à la suite de cette crise-là, on voit bien qu'il y a à la marge, il y a des petites choses qui peuvent changer. Et probablement, des entreprises qui ont des politiques environnementales, je dirais de qualité, qui ont des politiques sociales, pourraient être avantagées, bien entendu, aussi dans cet environnement-là et sortir du moins être moins abîmés par cette crise-là que d'autres, et donc
finalement être moins victime de cette crise-là. Donc je serais tenté de dire que c'est un critère qui reste important et c'est une option qu'il faut considérer, qu'il faut conserver, parce que probablement c'est une option qui sera positive sur les marchés, et ceci sur la sortie de crise, mais bien sûr sur un horizon beaucoup plus long aussi. Très bien. Bon, on va prendre une toute dernière question parce qu'on est vraiment très en retard. On a une question sur les taux d'intérêt. Certains s'inquiètent qu'ils remontent, notamment avec un risque d'inflation dû par exemple aux mises aux normes sanitaires qui pourraient augmenter les coûts de production. Donc là, on est plus sur une analyse macroéconomique. Bon, alors j'en ai parlé, hein, j'ai montré un peu ce qui se passait. Enfin, pour l'instant, les risques inflationnistes généraux, ils sont faibles. Hein. On comprend bien que c'est pas dans un environnement où on va avoir une croissance a priori du chômage et un environnement où on va avoir une baisse, une contraction de la demande, qu'on est dans un environnement qui est inflationniste. Ceci étant dit, effectivement, il peut y avoir de l'inflation un peu plus prononcée sur certains types, je dirais, de métiers ou de sous-segments. Il ne faut pas oublier que l'inflation, c'est un indice qui recoupe beaucoup de produits et qu'on peut avoir d'un côté, si vous voulez, effectivement, des surcoûts d'un point de vue sanitaire qui viennent impacter un peu les prix d'un certain nombre de produits, et de l'autre côté, la baisse des prix de l'énergie qui viennent impacter négativement un certain nombre de produits, et que tout ça s'annule, en fait. Hein, et c'est un peu, je dirais, notre scénario. En tout cas, on n'a pas beaucoup d'inquiétude à court terme sur l'inflation, hein, je l'ai dit et je le répète. Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette présentation qui, j'espère, a éclairé nos participants. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous voilà, pour approfondir. Et on vous dit à très bientôt, je l'espère, dans nos bureaux. Merci à tous d'avoir suivi cette présentation. Et puis, on reste à votre disposition. Vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas, effectivement, au plaisir de vous rencontrer physiquement, où on a tous les moyens pour vous le voyez aujourd'hui, pour communiquer à distance aussi. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup, au revoir.